Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Sciences psychédéliques, votre source première d'informations sur la recherche scientifique à propos des psychédéliques en langue française. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Michael Koslowski, psychiatre à l'hôpital universitaire de Berlin et coordinateur de la première étude scientifique sur le traitement de la dépression grâce à la psilocybine en Allemagne. Il partagera avec nous les détails de l'étude en cours, son parcours de psychiatre, les hypothèses de la recherche et les conditions dans lesquelles la thérapie se déroule. Mais d'abord, ce podcast parle des substances qui sont classées dans la liste des stupéfiants et sont illicites. Ce podcast n'est pas une incitation à l'usage des stupéfiants, ni la présentation des stupéfiants sous un genre favorable. La mission de ce podcast est d'informer à travers une approche basée sur la science, la compassion, la santé publique et les droits humains. Si vous avez des questions sur les risques liés aux stupéfiants ou si vous êtes en crise, veuillez vous référer au site internet drogue-info-service.fr. Bonjour. Bonjour Dr. Koslowski et bienvenue dans un nouvel épisode de Sciences psychédéliques. J'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes alors psychiatre en Allemagne, dans l'hôpital Charité en Berlin, et vous faites une étude sur des psychédéliques en études scientifiques en Allemagne, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Trop bien, parfait. Oui. D'abord, on va commencer par votre étude et par peut-être votre présentation. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur vous? Oui, volontiers. Merci beaucoup pour l'invitation et que je peux partager un peu de mon travail et peut-être ça sera utile pour les scientifiques ou les patients et les psychiatres et les psychologues en France aussi. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Donc, j'ai fait mes études de médecine à Berlin et aussi un peu à Paris, à Marseille, à Aix-en-Provence. Donc, j'ai des liens avec la France qui datent voilà, depuis quelques années. Et j'ai aussi déjà présenté un peu les idées sur le traitement avec les psychédéliques dans la psychiatrie, aussi à Paris, dans les congrès. Et je vois qu'il y a un mouvement dans la recherche et les hôpitaux et qu'il y a des premières études qui apparaissent. Ça, c'est très intéressant. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur moi encore? Donc, je fais la coordination de clinique, on va dire, de cette étude qui s'appelle Épisode. Je vais encore parler un peu de cette étude clinique plus tard. Ici, depuis septembre 2021, on traite à la Charité et aussi dans l'autre centre, à Mannheim, des patients avec la dépression, dite pharmacorésistante, donc résistant au traitement par les antidépresseurs, avec une thérapie qui s'appelle voilà, psychothérapie assistée à la psilocybine. Donc, c'est important de dire comme ça, parce que si on dit qu'on traite avec la psilocybine, ça serait faux, parce que c'est pas vraiment une pharmacothérapie, mais ça marche uniquement avec une psychothérapie autour et en combinaison avec ça. Et, Ouais. et psilocybine, c'est quoi exactement? Donc, psilocybine, je vais en parler dans ma présentation. Mais là, pour le coup, on peut dire que c'est une des substances de la classe des psychédéliques classiques ou sérotonergiques. Donc,
c'est une substance voilà qui a été synthétisée déjà dans le XXe siècle, je pense qu'en 1953, mais qui existait déjà avant pendant des milliers d'années. Ça a été déjà utilisé dans les contextes chamaniques parce que c'est une substance qui se trouve dans plusieurs sortes de champignons qu'on peut cueillir dans la nature. Et c'est une forte agoniste, donc un activateur de plusieurs récepteurs de la sérotonine dans le cerveau, notamment un récepteur qui s'appelle sérotonine 2A. Et d'où vient l'effet ou les effets qui sont très spécifiques pour cette classe des substances et pourquoi on appelle ces substances psychédéliques. Voilà. Et cette substance, apparemment, a des effets antidépresseurs ou ou au moins vous avez une hypothèse dans votre recherche que psilocybine amène à des effets antidépresseurs. Oui, tout à fait. Si vous voulez, parce que ça devient un peu complexe là, je peux commencer avec la présentation Oui, et ça marche. on va s'approcher à cette question très intéressante, comment ça marche. Parfait. Donc, pour tous les gens qui écoutent ce podcast en audio, peut-être si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Je pense que ça va être diffusé sur YouTube, c'est ça? Oui, ça sera sur YouTube. Du coup, si ça vous intéresse, les détails, les belles photos devant nous sur le diapo de Dr. Koslowski, ça sera dispo sur YouTube aussi. D'accord, très bien. Donc, est-ce qu'on peut voir le diapo? Oui, on la voit. Et si vous voulez, vous pouvez présenter. Comme ça, parfait. D'accord. Donc, voilà, ça c'était la question qu'on s'est posée au début de ce projet. Les psychédéliques aujourd'hui en psychiatrie, il faut dire un nouvel antidépresseur. Je fais une petite faute. Donc, question ouverte. Donc, on n'est pas encore sûr parce que justement, c'est une étude où on veut étudier les effets et la sécurité de ces substances. Et donc, voilà, avec la rigueur scientifique, il faut toujours se poser des questions et pas être convaincu que ça va marcher. Mais justement, c'est la question qu'on se pose. Donc, pour donner un peu de background, pourquoi il y a un tel intérêt dans les médias pour les applications thérapeutiques des psychédéliques, je vous montre que la dépression, ici à gauche, ça montre qu'il y a une énorme chiffre de la dépression au niveau global. On compte plus que 300 millions patients. Là, ça s'arrête à 2017, cette diapo, mais là, je pense on a déjà dépassé les 300 millions. Oui, en plus, ça s'arrête avant Covid. Voilà, le Covid n'a pas amélioré les choses, on est bien conscient, et Au donc contraire, oui. ça c'est un grand problème. Aussi parce que jusqu'à environ 30% des patients dépressifs réagissent pas vraiment avec une vraie amélioration aux antidépresseurs qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, on appelle ça la thérapie résistante au traitement, qui montre pas une réduction de la symptomatologie dépressive de plus que 50% sur les échelles cliniques. Ça, c'est la définition pour la réponse clinique au traitement. Du coup, un tiers ne réagissent pas bien aux antidépresseurs qu'on a qui Exactement. sont disponibles pour l'instant.
c'est ça. Et dans ces cas-là, bien sûr, on a aussi d'autres moyens plus forts que les antidépresseurs. On a les thymorégulateurs comme la lithium. On dit là ou le lithium? La lithium peut-être. Oui, Euh, je euh, sais pas. C'est toujours les questions de genre, c'est toujours une galère pour moi. voilà, mais je pense que tout le monde sait ce que je veux dire. Donc, on a aussi de la kétamine, mais c'est un peu contesté la durée de l'effet. C'est un peu court, mais il y a quand même des bons exemples pour l'efficacité. Il a aussi la sismothérapie, euh, mais C'est quoi? qui est très efficace. Donc, si vous voulez, on dirait à l'époque des électrochocs, mais ça, c'est une terminologie un peu choquante dans le sens littéral. Donc, on a nommé sismothérapie en français, ou on dit électrokrampfthérapie ou electroconvulsion therapy, ECT en anglais. Donc, c'est à la base de euh, donner un courant électrique de l'extérieur dans la tête, si on veut, pour déclencher une crise épileptique. Mais après avoir appliqué comment dire, euh, une sédation ou comme on prépare une opération, Mhm, donc mhm. une Anesthésie. anesthésie. Voilà, une anesthésie. Donc c'est pas très grave, mais il y a quand même des éléments qui sont un peu embêtants, notamment le risque de chaque anesthésie, parce qu'il faut Mm. faire ça au moins 6 ou 12 fois pour avoir un bon effet. Donc ça reste une option très efficace pour les dépressions très graves et résistantes, mais quand même il y a des risques qu'on peut aussi donc euh, qui peut exclure quelques patients et qui pourraient bénéficier d'un traitement qui a pas ce risque-là. Mhm. Donc il y a un manque de traitement, on peut dire ça, et on peut voir ça ici. Il y a des chiffres de la prescription des antidépresseurs en Allemagne dans ces Mhm. dernières années qui augmentent. Ça, c'est deux autres classes des médicaments psychotropes qui restent à peu près stables. Mhm. Pour la contrôle, oui. Voilà. Et si on fait une comparaison des pays où il y a donc la prescription des antidépresseurs, Mhm. on peut aussi voir que voilà, l'Allemagne et la France, en tout, euh, il, il y a beaucoup de prescriptions des antidépresseurs euh, et en même temps, et ça je montre ici que l'efficacité des antidépresseurs, c'est depuis quelques années un sujet de forte discussion. Mhm. Et il y a les uns qui font des analyses très très fortes et qui s'appellent des network meta-analysis avec beaucoup d'études cliniques Mhm. qui disent que oui, finalement, c'est efficace. Et après, je m'excuse pour ce diapo, c'est pas bien lisible, mais on peut conclure que il y a d'autres analyses des mêmes données qui disent que non, en fait, peut-être il y a un petit effet contre le placebo des antidépresseurs, mais l'effet est tellement petit que normalement un clinicien peut pas détecter cet effet qui est un peu en dessous de 2 points sur une échelle clinique qui s'appelle Hamilton. Mhm. Donc la l'efficacité c'est quand même contestable, on va dire. Mhm. Oui. Bien sûr, sur le placebo, toujours en comparaison avec la placebo, les placebos, ça c'est sûr. Hein. Donc, si un praticien, un psychiatre Mhm. euh, traite
un patient dépressif avec un dépresseur, bien sûr, il peut voir un effet. Mais est-ce que c'est sûr que cet effet est supérieur du placebo? Oui, Ça, c'est la question. Et ça, on peut oui. que trouver les réponses dans les études qui sont vraiment bien faites et qui peuvent aussi, dans les analyses, faire des petites erreurs. Euh, Mhm. et c'est justement pour ça qu'il y a une telle discussion sur tout ça. Mhm. Du Bon, coup, selon ce que vous dites ici, c'est que si un psychiatre traite son patient avec des bonbons, il peut plus ou moins attendre le résultat qu'avec des antidépresseurs. peut-être pas le même, mais la différence sera petite. Si le bonbon est fait d'une façon que ça ressemble à Oui, un comprimé et il a tout un rituel autour Mm. avec les convictions du psychiatre qui sont transmises, etc. Donc, Oui, un vrai placebo. oui. Mm. Donc, l'effet placebo dans la dépression, c'est très fort. Donc, Mhm. Bien sûr. c'est pas rien. C'est pas, on parle pas de quelque chose qui n'existe pas. C'est Mm. assez fort. Mais Oui. la question, est-ce que ça justifie qu'on donne les produits tous les jours euh, qui ont aussi pas mal des effets secondaires? Mm. Mm. C'est sûr. Donc, voilà, ça c'est un peu la situation. Il y a des gens aussi dans la psychiatrie qui parlent d'une innovation crisis, une crise d'innovation, parce Mhm. qu'il y a depuis les SSRI, Mhm. on dit ça, les SSRI? Oui, SSRIs. Je ne sais pas si on le dit en français, mais oui. Voilà, les antidépresseurs qui sont dérivés, qui agissent surtout sur le système sérotonergique. Euh, depuis l'invention de ces substances-là, dans les dernières 20 ans, je dirais, il n'y avait pas grand-chose. Mhm. Donc, d'où vient un peu l'intérêt dans le monde psychiatrique? Mhm. Là, on voit aussi le nombre des publications. Ça va Mhm. jusqu'à 2016, mais après, ça a explosé encore dans ces dernières années. Il faut que Mhm. je trouve un nouveau diapo pour montrer que c'est vraiment... Et on peut dire qu'en même temps, si on regarde le nombre des entreprises Mhm. à la bourse qui sont sorties Mhm. pour participer à cet effet de hype, Oui. euh, après le déclin du hype de cannabis médical, Mhm. je veux dire que c'est la prochaine chose où plusieurs, beaucoup des investisseurs sont sautés là, Oui, tout euh, à fait. faire leur fortune. Mm. Et, donc il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de promesses. Mm. Et nous, dans la recherche et dans la thérapie, et la recherche à l'université, euh, on veut aussi mettre des choses au clair. Est-ce que c'est vraiment efficace et pour quel patient on peut bien utiliser ça et peut-être pour quelles conditions ça marche pas trop bien Mhm. non plus. Mhm. 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 Hein. Ah, c'est important. Tout à fait. Donc là, je vous montre un peu les substances sérotonergiques, les psychédéliques sérotonergiques classiques. Donc la psilocybine, on en a parlé. Là, c'est la structure chimique. Il y a une image d'un champignon, mais il y a plusieurs des petits, des grands, aussi les souterrains, Mhm. comment dire, les truffes, on dit, je Les crois, truffes, oui. qui contient aussi la psilocybine. Mhm. Euh, donc ça s'est métabolisé dans le corps pour l'ingrédient actif. La version active, ça s'appelle psilocine. Et ça agit sur les récepteurs. Euh, après, il y a le DMT qui est en combinaison avec un inhibiteur d'un enzyme monoaminoxydase dans le mélange qui s'appelle ayahuasca. Ça, on entend beaucoup des retreats en Amérique du Sud, Mhm.
gens qui prennent ça pour une exploration de soi ou aussi pour en tant que traitement. Il y a aussi des études qui ont commencé à rechercher l'ayahuasca. Mais voilà, nous, on va parler plutôt de la psilocybine aujourd'hui. Sinon, il y a aussi la mescaline des cactus et bien sûr l'LSD qui a été trouvé par le chercheur Albert Hofmann dans les années 40 et a depuis fait une grande carrière plutôt dans la culture pop dans les années 60, 70 et voilà, amené un peu aux pratiques qui ont, on va dire, déclenché ou provoqué les gouvernements des États-Unis de dire que stop, les drogues sont le plus grand ennemi et on va tout interdire. C'était en 1970, je crois. La France et l'Europe et tout le monde a bientôt suivi d'interdire ces substances-là, toute la classe pour n'importe quelle utilisation, aussi pour l'utilisation médicale et thérapeutique. Donc, il y avait pas mal d'études dans les années 50 et 60 qui ont montré des bons effets sur plusieurs différents diagnostics ou maladies, maladies psychiatriques, comme la dépression, l'addiction et autres. Mais toute cette recherche, ou presque tout, a été arrêté à cause de cette interdiction. Voilà. Oui, soit par la loi lui-même, soit en pratique, parce que dans les années 80, par exemple, si vous avez été chercheur qui veut faire une étude, ça serait career suicide, un suicide de carrière. Oui, tout à fait. Il y a aussi de trouver des moyens de financement. C'est ça. Il y aura une personne qui... La production et tout ça. Ça a été assez compliqué. Et donc, depuis, oui, donc c'est depuis 2006 à peu près que il y a encore des nouvelles études cliniques, notamment aux États-Unis, mais après aussi à l'Angleterre et depuis l'année dernière aussi en Allemagne. Et épisode, c'est la première étude en Allemagne, n'est-ce pas? Depuis, Pas exactement, non, pas exactement. C'est la deuxième après l'interdiction, la deuxième étude clinique. Avant, il y avait peu des petites études aussi de la collègue Gutsulis Mai-Frank, mais je pense que ça a été seulement avec les sujets sains. Et il y avait l'étude Compass en 2021, pareil comme nous, ils ont commencé, mais ils ont commencé quelques mois avant nous. Ils ont traité que quelques patients, 2, 3 ou 4, parce que c'était un multi-center trial. Et l'Allemagne a commencé très très tard, donc c'était presque fini. L'étude qui d'ailleurs est la plus grande jusqu'à là, avec plus que 200 patients traités. Je pense que ça n'était pas encore officiellement publié, mais ils ont publié une partie des résultats fin 2021. Oui. Voilà. Donc nous, on est les deuxièmes, mais au niveau des nombres, c'est beaucoup plus grand que les collègues qui ont présenté, qui ont fait quelques patients pour Campus. Parfait. Voilà. Donc, mais c'est pas la première. Oui, d'accord, c'est la deuxième. Et vous allez nous dire un peu plus sur votre étude spécifiquement à la fin de cette présentation, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Cool. Donc, si je continue,
ça, probablement, tout le monde le sait. J'ai déjà parlé de ça, que l'utilisation rituelle des champignons qui contiennent de la psilocybine date depuis plus que 3000 ans. Là, on a quelques traces. Il n'y avait pas encore voilà, la culture de l'écriture. Donc, c'était tous une transmission orale, mais aussi par comment dire, les relicts ou les choses, les artefacts qu'on a trouvés, que les archéologues ont trouvés en Amérique du Sud. Du coup, c'est des objets mushroom stones, du coup des pierres qui ressemblent très fortement à un champignon. Voilà, oui, exactement. C'est toujours soit le chaman lui-même ou les animaux, Mhm. parce qu'il y a, pour symboliser aussi une transformation du chaman en animal. Mhm, mhm. Et voilà, ce qui réunit ces objets, c'est que chaque fois, ça sort de la tête un grand champignon. Mhm, mhm. Euh, et donc, on pourrait déduire il avait une utilisation ou une importance des champignons dans le chamanisme ou dans les cérémonies euh, des peuples, des cérémonies sacrales, on peut dire. Mhm. Et Sacrées. après, mhm. Et après, si on passe aux années 50 ou 60, on voit Maria Sabina et sa collaboration avec la famille Wasson, qui a un peu euh, introduit la redécouverte de psilocybine par notre voilà, par des États-Unis et Europe de l'Est. Voilà, exactement. Là, on voit sur cette photo, ça c'est à peu près le temps dans les années, vous avez dit. Peut-être que c'était même avant, je suis pas sûr. Mhm. Mais au début des années 50, que il avait des premiers genres hum, voilà, des sociétés industrielles comme occidentales qui ont euh, accédé à cette substance qui a été transmise par une chamane qui s'appelle voilà Maria Sabina. Et après, euh, euh, ils ont cherché la structure aussi à Paris, je crois. Euh, Oui. il avait ce fameux chimiste qui était impliqué dans l'identification de la structure chimique et la synthèse. Oui. Oui, c'est Vincent Verhulst, le chercheur français qui fait une excellente recherche sur Roger Haim, l'ancien Roger Hind, c'est ça. Oui. oui, directeur de la Musée national des sciences naturelles à Paris, qui a été à l'époque en fait un mycologue reconnu mondialement, du coup un chercheur sur des champignons de tous les genres qui a connu Wasson, du coup, j'imagine ce monsieur-là sur la photo. Et Mhm. c'était Wasson, un businessman américain qui a écrit à Roger Haim et qui lui a envoyé du coup, un Échantillon. Hein. chantillon de champignons hallucinogènes pour faire une étude. Et d'après Vincent, mais il va raconter ça beaucoup mieux. Du coup, l'échantillon a été détruit dans un accident dans le labo. Du coup, Wasson a été obligé de renvoyer un échantillon à la Suisse. Psilocybine a été découvert ou redécouvert par l'Ouest en Suisse et pas en France. Ah, d'accord. Oui, Je connaissais pas ce détail, c'est intéressant. oui. Ouais. Mais je pense à cette époque, ils ont aussi travaillé ensemble. C'était pas une telle.
une concurrence qui va être le premier, mais je pense que tout le monde. Oui, oui, oui. Oui. Très bien. Donc, petite excursion. Voilà. Là, on peut parler un peu des effets que ça donne, si c'est nécessaire. Donc, ici, on voit un peu une visualisation des effets subjectifs, plutôt visuels, qu'on peut avoir dans une expérience avec des psychédéliques. Donc, les fortes altérations de la perception avec des patterns ou des images qui se répètent, qui sont très symboliques à la fois, euh, parfois ou souvent avec des plus fortes doses. Il y a aussi comment dire, les contenus mythiques ou sacrés qu'on retrouve. Mais aussi, ça c'est intéressant sur cette image, je trouve il y a partout des yeux. Mhm. Et ça, il faut pas oublier que ça peut aussi amener les effets de peur, voire même la paranoïa, euh, parce que les objets, par exemple, euh, qu'on a autour de nous, qui sont normalement perçus comme des objets pas vivants, peuvent donner l'impression qu'ils sont vivants ou qu'il Oui. a une signification très importante ou même un effet d'être observé par les objets ou par les autres oui, Mhm. notion de vie ou de conscience qui est attribuée aux objets autour de nous. Et si on fait ça dans les conditions qui sont pas très favorables ou pas très confortables, on va dire, où on se sent pas trop en sécurité, ça peut amener effectivement les phénomènes qui sont connus comme bad trip ou trip d'horreur ou un truc comme ça. Mhm. Donc ici, on voit ça, si on regarde, c'est plusieurs différents substances qui sont dans cette diapo avec des qualités de l'expérience. Par exemple, la psilocybine, là, le bleu clair montre à un profil spécifique, on peut dire ça, Mhm. euh, avec des images qui sont altérées. Ça veut Ou, dire que psilocybine, il y a beaucoup, il y a fort des effets sur la perception. Euh, ouais. Pas beaucoup de oceanic boundlessness, du coup, un sorte Mhm. sentiment de sans limite, un sentiment d'océan et tout. Et self-disintegration, pas tant que ça, mais un peu quand même, un peu de disembodiment, du coup, le Mhm. sentiment de sortir de son corps. Euh, voilà. Voilà, par exemple, ça, là, dans ce contexte, euh, sortir de son corps, la kétamine est plus fort, ça c'est Mhm, connu. mhm, C'est pour ça que ça s'appelle dissociative hallucinogen. mhm, mhm, mhm. Oui, Par c'est plutôt rapport en fait pas de sortir de son corps, mais c'est plutôt une dissociation entre dissociation. le self, le soi, et le corps. Euh, Oui, tout à fait. Bien sûr, les gens ils sortent pas de leur corps. Parfois, ils ont l'impression, si c'est très fort, ou d'être nulle part, mais de toute façon pas être dans le corps ou pas sentir son corps. mhm, Donc, l'intégralité de l'expérience est dissociée. mhm, Mais la psilocybine, c'est vrai, sur cette échelle, c'est pas très très fort. mhm, Par contre, oceanic boundlessness, à mon expérience avec les patients, la mhm, psilocybine peut être assez fort dans ce domaine-là. mhm, Mais aussi une question de dose. Donc ici, je mhm, sais pas à quelle dose. Je pense que là, ils ont pris toutes les études
dont ils avaient accès, c'était du groupe de Zurich, Mhm. de Franz Vollenweider et Catherine Feller. Et je pense que là, ils ont pris plusieurs doses et ils ont fait le moyen. Mais il y a une autre, il a aussi des analyses qui montrent qu'il y a un effet des doses euh, euh, plutôt linéaire sur tous ces phénomènes-là. Donc, à plus forte dose, on a un plus fort effet Mhm. sur les altérations visuelles, mais aussi sur perdre le sens euh, des limites de son propre soi. Mhm. C'est Il peut intéressant. Mhm. Oui, pardon. ouais, je fini. Oui, pardon. C'est intéressant le parti angoisse, anxiety, où on voit que c'est pas très fort en MDMA, psilocybine et LSD, alors que Mhm. c'est un peu fort en kétamine. Et ça, je trouve très intéressant. Euh, Après, ce que vous avez dit sur bad trip, ou comme les gens qui font réduction des risques ou éducation en réduction des Mhm. risques veulent dire c'est pas vraiment un mauvais trip, c'est un défi ou c'est un trip peut-être difficile ou challenging. Mhm. Euh, Ce qui veut dire que même si l'expérience est, disons, mauvaise, ça peut être un leçon aussi. Ça peut être, on peut à la fin en sortir avec un, un connaissance qui est plus poussée sur, voilà, sur un parti de nous, de soi, sur une situation en vie. Et tout. Oui, tout à fait. Je peux en parler un peu de ça plus tard, mais c'est vrai qu'il avait une étude qui a montré que euh, le plus challenging, comment dire en français, je suis pas sûr, mais les plus difficiles Challenging, expériences, oui, challenging. on peut dire ça, ouais. Oui. Euh, voilà, le plus qu'on trouve c'est difficile dans l'expérience, disons avec des fortes émotions de tristesse, de solitude, d'angoisse, de panique, ou de revivre des expériences du passé qui étaient pas très pas très pas très agréables, peut-être même traumatiques. Euh, Si c'est bien encadré dans la thérapie, avant et après, dans le processus qu'on appelle l'intégration de cette expérience dans le soi, dans le quotidien, dans la maladie et tout le narratif, euh, les patients ils peuvent avoir un effet plus favorable que les gens qui expérimentent que le bonheur. Ça Mhm. c'est intéressant. Mhm. Mais on trouve on trouve le même effet en fait depuis longtemps dans la recherche de la psychothérapie. Donc si j'ai une séance de psychothérapie qui a été dure, Mhm. euh, ça peut dans le processus de long terme m'amener à une amélioration de mon problème psychique. Mhm. Bien bien entendu, si c'est bien encadré, si c'est bien compris, si on peut parler de ça après, si on arrive à symboliser, à trouver un moyen d'en parler, Mhm. de, de, de le mettre en position dans toute l'histoire de la Mhm. propre maladie, par exemple, ou Mhm. le sens le propre sens de la vie. Mhm. Euh, voilà. Donc, on a parlé un peu de ça. Euh, et ça, je vais juste très vite euh, dire qu'il y a aussi des modèles neuroscientifiques ou neurobiologiques euh,
notamment, par exemple, ce modèle du groupe de Londres qui s'appelle Rebus, Relaxed Beliefs Under Psychedelics, qui parle un peu des mécanismes, si on veut expliquer comment ça marche les psychédéliques dans le cerveau pour avoir ces effets-là, ces effets forts sur la psyché. Ça, c'est un modèle qui est assez raisonnable, qui a quand même toujours beaucoup d'hypothèses qui sont pas encore prouvées dans le détail. Voilà, on voit ici en haut l'image avec le fonctionnement du cerveau en état dit normal, où la grande flèche bleue doit symboliser que le cortex, surtout le cortex préfrontal, est toujours en train de produire un modèle du monde, de l'environnement, des choses qui vont se passer, du temps, d'espace, de la propre, du soi, donc de la personne propre, et aussi des intentions des autres, des personnes autour de moi, etc. Et ces prédictions sont toujours activement, comment dire, projetées sur l'environnement et donc vont aussi décider quels signaux et quelle information va être filtrée et quelle information va vraiment arriver à ma conscience. Du coup, si je me demande qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, mon cerveau va tout de suite commencer à travailler, projeter à partir de toutes les après-midi de passé que j'ai vécu. Il va construire un plan de mon après-midi qu'il va me donner et ça sera ma vision de ce qui va se passer cet après-midi. Du coup, c'est, c'est le cerveau qui travaille alors que voilà, je suis pas à chaque moment présente et je regarde pas le monde comme j'ai des yeux complètement nouveaux, comme c'est la première fois que je l'ai vu, mais c'est mon cerveau qui tout le temps travaille pour projeter, euh, voilà, pour construire l'image de la réalité. Moi, je dirais oui, à la base, je suis d'accord, mais je pense que c'est beaucoup plus basique que cet exemple. Parce que ça, à la limite, on peut dire que qu'est-ce que vous voulez faire dans l'après-midi, ça fait partie de votre conscience. Vous pouvez avoir accès aux pensées. Je vais encore faire des courses, après je vais cuisiner, tout ça. Mais ici, dans ce modèle-là, il parle des choses qui sont beaucoup plus automatisées, beaucoup plus basiques. Par exemple, euh, si je veux boire de cette bouteille, j'ai même pas besoin de regarder où est la bouteille parce que je sais où je l'ai mis. Oui. Et voilà, j'essaie de la prendre et j'arrive à la prendre. Et si jamais je cherche au mauvais endroit, je suis un peu surpris, d'accord? Et je regarde et là, je fais une correction. Ah oui, la bouteille, elle n'était pas là. Elle était 10 centimètres plus vers l'autre côté. Et c'est ce moment de surprise où l'automatisme marche pas. La prédiction où était la bouteille était fausse. Donc, il y a un signal d'erreur, error signal. Et ce signal d'erreur, ça va arriver à ma conscience, va emporter la surprise et je vais essayer de corriger ça. Et la prochaine fois, la prédiction va peut-être être changée.
Mhm. Mais il y a aussi des prédictions qui sont très profondes, comme euh, le temps, l'espace, Mhm. un objet a pas des yeux, une bouteille a pas des yeux qui peuvent me regarder. Oui. Donc, tous ces prédictions, et il y en a des milliers pour fonctionner. Donc, ça, c'est pour économiser notre cerveau, le fonctionnement, pour que ça Mhm. consomme moins d'énergie, moins Et d'énergie. du Et coup, donc, qu'est-ce qui se passe sur des psychédéliques? voilà, exactement. Donc, avec la prise psychédélique, ce système qui se manifeste aussi dans le so-called default mode network, qui fait aussi, toujours aussi des prédictions ou euh, qui active quand je pense à moi ou sur ma propre histoire ou qu'est-ce que je veux faire ou qui je suis, etc. Donc tout ça est perturbé dans l'état sous psychédélique. Donc euh, on peut dire que ça fait que les informations brutes ou les perceptions brutes et aussi les émotions qui normalement sont pas conscientes qui peuvent monter dans la conscience parce que la conscience marche autrement. On n'est plus dans le mode automatisé. Mhm. Et donc, chaque petite perception peut être perçue comme nouveau, très intéressant ou très important, même effrayant. Et peut-être notre perception des objets est pas si stable que ça. Donc peut-être je regarde la bouteille et il y a c'est un peu flou avec si j'ai un peu moins de lumière. Donc effectivement, il a peut-être des petits lettres qu'on peut percevoir comme un œil. Donc euh, peut-être dans cet état-là, j'ai l'impression que la bouteille me regarde. Mhm. Euh, Ça c'est juste un petit exemple. Mhm. Donc tout ce qui est naturel dans notre perception est mis en question, Mhm. notamment dans les plus fortes doses. Euh, et donc Et est-ce que voilà. c'est ça qui aide la dépression? On pense que oui. Mhm. Euh, donc, si on demande quels éléments aident à la dépression dans la thérapie avec des psychédéliques, c'est très difficile à dire globalement. Il y a ce facteur-là qui fait tout le travail parce que déjà, on a plusieurs échelles où on trouve des effets. Donc, au niveau des synapses, des récepteurs. Donc là, on trouve l'effet biochimique et après, voilà, l'activité neuronale qui est augmentée, par exemple. Après, au niveau des réseaux d'activation dans le cerveau qu'on peut mesurer par l'EEG ou l'IRM fonctionnel, on voit les effets qui sont montrés ici sur le default mode network, par exemple, Mhm. que ça s'est diminué et autres systèmes qui sont normalement, comment dire, distingués dans le cerveau, Mhm. ils commencent à communiquer. Aha. Oui. D'où vient aussi l'effet des synesthésies. Donc, Mhm. j'entends la musique et en même temps, je vois des couleurs. Il y a des gens qui ont ça de façon naturelle depuis la naissance, mais 99% des gens, ils n'ont pas ça. Mhm. Mais sous psychédélique, ces effets, ils viennent souvent. Mhm. Donc après, si on va encore plus haut dans l'échelle, on a le niveau des, euh, des expériences subjectives ou la psychologie des effets. Donc là, on a tout ce que j'ai montré avant, même les effets, même l'expérience dite spirituelle ou mystique peut arriver à des fortes doses. Donc, on croit que chaque niveau amène quelque chose qui peut euh, qui peut être important dans l'effet global
antidépressifs. Donc, ça n'était pas encore bien recherché parce que c'est pas facile de faire des études. Par exemple, on pourrait dire, est-ce que la psilocybine aide aussi contre la dépression, même si on fait endormir le patient par une anesthésie? Ça n'était pas encore fait, mais ça serait une question intéressante. Est-ce que l'expérience subjective est nécessaire ou pas? Oui, et ça, c'est une question très intéressante aussi pour l'industrie pharmacologique, parce que Oui. c'est cette question, est-ce qu'on peut avoir des effets bénéfiques, thérapeutiques des substances psychédéliques sans l'expérience psychédélique? Juste, on prend une pilule et on n'a pas besoin de psychologue, on n'a pas besoin de rester à l'hôpital pour une nuit. Voilà, ça baisse les coûts de thérapie, mais on a potentiellement le même effet. Du coup, c'est le débat entre est-ce que c'est la substance et le mécanisme biochimique qui fait l'effet, ou est-ce que c'est l'expérience, la relation entre le psyché et l'expérience ou la conscience qui fait que on arrive à dépasser un état de dépression, on arrive à dépasser la maladie et les symptômes. Alors moi, oui, tout à fait. Mais personnellement, je suis persuadé que l'effet subjectif joue un grand rôle aussi parce que ça crée une narrative, une nouvelle narrative, comment dire, un point de référence où on a vécu quelque chose de très fort. Il y a des études qui montrent que ça, une expérience psychédélique, ça fait partie des événements les plus forts dans toute la vie, comme la naissance d'un enfant ou comme le décès d'une personne très très proche. Donc, ça m'étonnerait si l'effet psychologique joue pas un rôle. Oui, Et, à la fin, voilà, on n'est pas des souris. Nous ne c'est sommes pas ça. des souris. Mais c'est juste une hypothèse. Oui. Effectivement, c'est pas encore prouvé. La question comment on peut réduire les coûts de cette forme de thérapie pour le rendre accessible, si c'est montré que ça marche et c'est assez safe, Mm. une question à débattre, tout à fait. Oui. Tout Après, à fait. il peut avoir les deux, pourquoi pas. Il peut s'avérer qu'il y a certains effets avec que la substance sans l'expérience psychédélique et l'expérience voilà, et la psychologie qui fait l'effet qui est également, qui sera peut-être également disponible dans le futur Oui, pour les patients. tout à fait. Cool. Je pense qu'il y a une interaction qui est pas simple à décrire, à calculer entre les différents niveaux des effets qu'on va comprendre petit à petit. Okay. Mhm. Donc, je vous donne encore quelques petits détails, comment ça se passe. Donc, ça, c'est une photo de l'université Johns Hopkins aux États-Unis où le groupe de Matthew Johnson et Griffith sont voilà qui a été le premier qui a fait les études aux États-Unis en 2006. Voilà, ils font ça depuis quelques années et il y a un modèle standard, on appelle ça le modèle standard, qui a été établi avec toutes ces expériences aussi des années 50-60 et qui a été modernisé, qui contient un travail de 2 thérapeutes par patient, aussi pour les moyens de sécurité, pour pour une prévention d'abus dans mais aussi pour d'autres raisons. Par exemple, ici, il y a
quelque chose de traumatique qui sort à la surface, le patient a aussi le choix avec qui parler, par exemple. Ça peut être intéressant pour l'efficacité. Mais en gros, le patient est préparé dans une phase de préparation où on a quelques entretiens pour faire connaissance, comprendre un peu la maladie, faire des liens, une relation thérapeutique, établir ça. Après, il y a aussi préparer la personne pour les effets qui peuvent arriver avec la substance, former une intention, c'est-à-dire qu'est-ce que le patient veut approfondir dans cette séance, qui peut être important pour le processus. Donc après, c'est la prise. C'est souvent être allongé dans un lit avec les yeux fermés, avec une masque de sommeil sur les yeux pour faire une introspection maximale. Donc c'est pas l'intérêt d'être en interaction avec l'environnement ou les thérapeutes, mais pendant la séance de à peu près 6 heures, le patient regarde à l'intérieur de sa propre conscience. Il y a la musique qui aussi est un facteur qui donne la structure à l'expérience. Avec la musique qui est particulièrement sélectionnée pour augmenter les émotions, voilà, de toutes sortes, à la fois mélancoliques ou de joie ou de différentes émotions qui peuvent être facilitées ou déclenchées par la musique et la substance ensemble. Et c'est quoi la musique que vous utilisez, vous, dans l'étude? Parce que ce modèle, c'est un peu comme il est dans épisode, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, cette fois-ci, j'ai pas apporté les images de notre propre endroit où on fait l'étude, mais ça, je peux faire la prochaine fois, par exemple. Mais la musique, en fait, on a regardé un peu ce qu'ils font les autres équipes et donc il y a déjà plusieurs playlists qui ont été diffusées. On est aussi en contact avec les autres groupes, donc on a un peu échangé les idées sur la musique. Et après, on a sélectionné notre propre liste de musique. On a formé une petite équipe de musique de 4 personnes de notre étude et ça a été un processus assez intéressant pendant plusieurs mois d'écouter beaucoup de morceaux. Est-ce qu'ils sont bien? Pour quelle phase dans cette expérience? Parce qu'il y a quand même des phases différentes. Et après, on a fait une espèce de rating ensemble pour arriver à un consensus. Quel morceau on veut avoir dans la liste et quel morceau est peut-être il y avait un système de veto. S'il y a un qui dit ça va pas du tout, ça va pas rentrer dans la liste terminale, par exemple. Et donc on a fait cette sélection, ce choix entre plusieurs des centaines des morceaux qu'on a écoutés pour arriver à ce point qu'on a créé un système de plusieurs modules, de plusieurs listes qu'on peut combiner. Aussi, selon les particularités du patient ou le goût du thérapeute. J'ai envie de dire, il a des listes qui sont plus inclinées vers la musique classique. Il a d'autres qui contiennent plus des morceaux du contexte chamanique. Mais c'est souvent sans parole, c'est que instrumental, non? Oui, tout à fait. Si la parole, c'est plutôt un son, comment dire, sans parole qu'on peut comprendre. Parfois, il y a des morceaux
Oui, avec le chant, mais avec les chants, peut-être en latin ou avec peu ou pas de texte. Donc, il y a ça, mais sinon c'est plutôt instrumental, tout à oui, fait. oui, parce que la voix ou voilà euh, euh, le Pas de texte, phrases, il n'a pas de évoque. phrases qu'on peut Oui, déchiffrer. oui, ça évoque beaucoup et c'est très très en fait ça peut très facilement diriger la personne. Oui, tout à fait. Il y a ça, mais il y a aussi l'effet que déchiffrer la parole, c'est quand même quelque chose de très cognitif à la fois. Oui, Justement, on a envie de euh, d'amener les patients au point que ils sont pas dans l'intellect et dans la pensée, mais plutôt dans les émotions. oui. Pour pas les distraire avec les choses qui peuvent être aussi mal entendues. On a choisi de ne pas diffuser les paroles. Et j'ai une question. Je vois ici que la dose élevée, c'est 20 à 30 milligrammes de psilocybine. Ça, ce n'est pas des champignons, du coup, c'est Mhm. psilocybine qui est pure et pharmaceutique, n'est-ce pas? Oui, Euh, tout à et, fait. euh, et ça correspond à quoi, à quelle dose des champignons? Voilà, Ah, difficile à dire parce qu'il y a tellement des sortes de champignons différentes, mais je dirais il a il a des systèmes comme à l'internet on trouve beaucoup des grilles où on voit un peu l'équivalence D'accord. en grammes des champignons sèches ou secs. Et ça correspond pour les champignons qui sont le plus souvent utilisés par, disons, par les psychonautes ou pour les raisons récréatives, Mhm. entre 4 ou 3 et 5 grammes, on va dire. Mhm. Donc, ça, c'est une dose où on peut trouver aussi des conseils de ne pas prendre ça tout seul et pas en première prise parce que c'est quand même des doses fortes Mhm. Oui. euh, voilà qui peuvent ça a été montré dans les études aux États-Unis dans cette fourchette de dosage on peut deux tiers des sujets sains ont des expériences dites mystiques Mhm. avec une perte des barrières d'ego ou de son propre soi avec une dissolution ou des effets de une dissolution océanique, comme c'était dit par, je crois, Romain Rolland, le sentiment océanique. Mhm. Ça a été un débat entre Roland et Freud, je pense. Donc ça vient de cette discussion-là dans les années 20, je crois. Wow. Voilà. Donc, oui, nous, dans notre étude, on utilise 25 milligrammes comme forte dose. Mhm. Et on a trouvé que 30 milligrammes, ça peut être trop difficile pour une partie Mhm. des sujets qui ont jamais utilisé les champignons avant. Mhm. Voilà. Trop bien. Donc, on a déjà parlé de la musique, comme c'est important, comme ça porte l'expérience pendant ces 6 heures. Et comme la sélection est importante. Donc on peut lire plein de choses oui, et aussi des articles scientifiques sur l'effet de la musique. Ça c'est même appelé the hidden therapist. La Mhm. musique, le thérapeute caché. Mhm. Euh, voilà, pour dire comme c'est important dans l'expérience. Parce qu'on a, on a presque
pas de perception de l'extérieur, donc c'est important de donner quand même une structure. Mhm. Mhm. Oui. C'est une sorte de guide caché aussi. C'est ça, exactement. Mhm. Ouais. Ça crée un narratif, ça crée aussi un rythme des émotions qui sont offertes Mhm. Mhm. à la personne. Mhm. Parfois, les personnes ont dit que ah oui, je me suis senti trop amené vers une émotion spécifique. Ça a été un peu comme euh, on voulait me forcer d'être triste maintenant parce qu'il y avait ce morceau mélancolique. Ça c'est intéressant qu'on retourne peut-être la prochaine génération des playlists va être encore on va être encore plus prudent Oui. de pas donner trop comment dire trop pour ne pas être invasif ou Mhm. euh, voilà. Mais quand même c'est important et on a surtout des très bons retours à notre système de listes. Donc ça c'est une étude importante qui a été faite dans la Imperial College à Londres de Cara Harris et son groupe en 2016. Si vous voulez, la première étude de façon moderne pour montrer que la psilocybine avec la psychothérapie minimale efficace pour traiter les dépressions résistantes et avec les effect sizes, la force de l'effet très grand. Mais il faut dire que c'est une petite étude de 12 et plus tard ils ont augmenté à 26 patients. Mhm. C'est très petit. Donc peut-être c'était une haute sélection des patients avec des gros espoirs aussi des thérapeutes. Donc ça donne une direction, mais il faut vérifier ces données avec des études beaucoup plus grandes que ça. Mhm. Et bien sûr, j'ai oublié de dire que ça montrait un effet antidépresseur qui durait aussi pour la plupart des patients quelques mois, Wow. avec une seule prise de psilocybine. Donc ici, juste pour montrer que les patients qui ont eu dans cette étude une expérience dite spirituelle ou mystique ont mieux profité de la thérapie par rapport aux autres. Mhm. Pareil, il y a très peu de nombre dans l'étude, donc la puissance statistique est plutôt faible, mais quand même l'effet a été trouvé. Ça va être encore intéressant de voir ça dans les plus grandes études si cet effet se montre encore. Parce Mhm. que ça, c'est aussi un argument pour dire que l'expérience subjective est quand même très importante Mhm. pour un effet. Après, ça c'est le nombre des études qui sont en préparation ou en cours. Donc, beaucoup des études vont sortir bientôt ou sont en cours sur la dépression, mais aussi des autres indications comme l'anorexie, l'addiction. Euh, voilà. Ici, j'ai que montré une recherche pour psilocybine et dépression. Il y a beaucoup plus d'autres. Je pense que là, c'est une 40 ou cinquantaine des études qui sont en cours ou en préparation pour la psilocybine, globalement. OK. Pour faire un peu le résumé de notre étude à Mannheim et à Berlin, la Charité, ça s'appelle Épisode Efficacy and Safety of Psilocybin and Treatment-Resistant Major Depression. C'est une étude randomisée, contrôlée par placebo. On a 3 conditions: psilocybine haute dose et psilocybine petite dose de 5 mg. Mhm. Euh, et, et une troisième substance ou une deuxième substance qui s'appelle niacine ou nicotinamide
qui a un placebo actif qui fait un peu du picotement dans la peau, qui peut donner des altérations de son légère, de la sensation de la température, un peu de chaleur, des bouffées de chaleur. Donc, pour imiter un peu les effets qui peuvent venir dans la phase, la première phase de la psilocybine aussi. Parce que justement, c'est difficile de faire une étude avec les psychédéliques qui est aveuglée. Ça a été beaucoup discuté dans ces dernières années. On peut pas vraiment faire une étude où le patient, il sait pas s'il a reçu un psychédélique ou pas parce que il est dans l'état psychédélique avec une forte dose. C'est un effet qu'on peut pas négliger. On peut pas. C'est pas comme, je sais pas, les comprimés pour contre la tension artérielle. Là, on peut vraiment faire des bonnes études placebo parce que l'effet n'est pas détectable par le sujet. Oui. Pas directement. Donc ici, Alors que s'il y a un patient qui, voilà, il vient pour la thérapie et il, euh, il ingère la substance et ça commence à monter, par exemple, et il ne sait pas si c'est un placebo ou si c'est un psilocybine, ça met quand même la personne, ça peut lui mettre très très mal à l'aise. Du coup, c'est pas... euh, ça va, ça dépend aussi de l'étude, comme c'est construit. C'est vrai que si le patient il sait qu'il a qu'une prise, que j'ai 50% chance que placebo ou la substance, c'est vrai qu'après 1 heure et il se passe rien, les patients souvent ils sont très très déçus. Et donc éthiquement c'est un peu discutable. Donc nous on s'est décidé pour à cause de ça de donner une deuxième prise euh, où c'est clair que les gens qui ont reçu une petite dose ou le placebo en premier tour, il va automatiquement avoir la forte dose la deuxième fois. D'accord. Donc les patients ils sont tranquilles, même dans la condition placebo, ils savent que même si c'est pas maintenant, ça va être dans 6 semaines. Et notre design avec la petite dose et le placebo actif marche assez bien. Il faut dire que la plupart des patients, ils peuvent pas dire, surtout eux qui ont jamais utilisé les psychédéliques avant, ils ont vraiment du mal à dire est-ce que je sens quelque chose. Est-ce que c'est la petite dose? Est-ce que c'est la grande dose? Et je suis un peu pas très sensible à la substance, ou est-ce que c'est le placebo? Euh, Souvent, ils savent pas. Donc, on a pas mal de succès avec ce design, ce qui nous permet après de faire des conclusions un peu plus, comment dire, reliables peut-être, par rapport à une étude ouverte, où tout le monde sait dans quel groupe il est. Et dans votre étude, les médecins, ils savent... Non, ils savent pas non plus. Donc, D'accord. c'est triple aveuglé, donc les médecins ou les thérapeutes, ils savent pas. Et la personne indépendante qui fait l'évaluation clinique, toutes les 2 semaines, 6 semaines, pour voir l'effet antidépresseur, ils savent pas non plus. Oui. Donc, la seule personne qui le sait, c'est quelqu'un dans la pharmacie, dans une autre ville qui nous prépare la capsule. Oui. Ouais. Wow. Cool. Voilà. Du coup, et Donc, après la première forte dose, il y a soit deuxième dose, c'est soit euh, forte dose, soit faible dose. exactement.
D'accord. Donc là, on peut aussi étudier l'effet de 2 fortes doses. Mhm. Ça, c'est assez intéressant aussi pour voir, parce que c'est encore une question ouverte. Combien de fois est-ce qu'il faut euh, prendre ou avoir une expérience psychédélique pour que ça soit Mhm. cliniquement, ça Important. a un bon effet et un effet qui dure longtemps. Mhm. Exactement. Donc, on peut étudier ça aussi avec ce design-là. Mhm. Voilà. Après, il y a plusieurs autres études qui font partie de cette grande étude clinique, notamment sur l'imagerie fonctionnelle avec l'IRM Mhm. avant et après la prise. Donc, est-ce qu'il y a des changements dans l'activité du cerveau? Là, on peut, par exemple, tester le modèle que j'ai présenté Mhm. sur le Default Mode Network. Et on a d'autres systèmes de récompense et la détection des émotions. Donc, on a plusieurs systèmes dans le cerveau qu'on peut tester avec ça. On a aussi des analyses génétiques, épigénétiques, pour voir si une partie de l'effet se montre aussi peut-être dans une altération du mode comme le code génétique est transmis ou transformé en produit dans la cellule. Euh, donc ça, c'est aussi assez intéressant, je trouve. Wow. Et aussi sur le macrobiome, donc la structure des bactéries dans les intestins, par exemple. Ça, parce que là, il a aussi apparemment des liens entre la dépression et un système de macrobiome altéré. Wow. Voilà. Mhm. Et du coup, l'absence de la dépression consécutive potentiellement peuvent avoir un effet aussi sur le macrobiome aussi parce que moi, j'ai toujours imaginé, mais bon, je suis pas scientifique, mais que c'est le macrobiome qui fait un effet sur le cerveau qui Mhm. fait la dépression. Mais j'ai pas imaginé l'inverse, que le cerveau peut aussi voilà, guérir euh, le macrobiome ou les équilibrer. Il je suis pas là-dedans dans cette partie de recherche. Ça se peut, ça me semble logique que voilà, il y a un échange d'informations dans les deux sens. Mais est-ce que quel mécanisme exact entre la dépression et le macrobiome vraiment ça dépasse mes connaissances. Mais c'est bien possible. Ça c'est en fait l'équipe à Mannheim qui a construit cette Mhm. hypothèse et qui va faire les analyses. Nous, à Berlin, à la Charité, on va faire les analyses, par exemple, du facteur BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ce qui est un marqueur, un biomarqueur pour la synaptogénèse, la neuroplasticité, Mhm. Mhm. parce qu'on pense que ça, c'est aussi un médiateur de l'effet. Mhm. Neuroplasticité, ça veut dire le, la capacité de cerveau de créer des nouveaux liens, d'apprendre de nouvelles choses. Tout à fait. On peut l'utiliser comme ça. Donc, dans l'apprentissage des nouvelles choses comme aller utiliser son vélo ou jouer au piano ou des choses comme ça. Il y a des neuroplasticités qui sont en cours. Euh, et, euh, et apparemment, il y a des produits chimiques qui peuvent faciliter ce processus. Mhm. Euh, oui, on parle aussi de ça comme possibilité, comme explication biologique possible pour un effet qui a été décrit il est, déjà dans la première partie du XXe siècle qui s'appelle the afterglow effect. Mhm. Donc dans la recherche psychédélique, on a trouvé que
après une forte expérience, il y a quelques semaines de ouverture d'esprit, des sentiments qui sont, il y a la cognition qui est plus flexible, il y a un bien-être général, une diminution des symptômes psychiques qui durent entre 2 et 4 semaines en gros, qui après peut faire un espèce de fading. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de la fenêtre thérapeutique après la prise. Ça, c'est peut-être les domaines où c'est vraiment important de faire une bonne psychothérapie, un travail d'intégration pour changer les conditions et le mode de vie de la personne, par exemple. Ouais. Donc voilà tous ces éléments scientifiques très intéressants et qui demandent aussi beaucoup de travail dans cette étude-là. Et vous Oui, avez écrit aussi le manuel de thérapie. c'est ça. C'est ça ma prochaine question. Est-ce que c'est quelque chose ça ressemble un peu, je trouve, le manuel que MAPS a fait pour MDMA. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez avec vos collègues, la communauté ou pas? Bonne question. On a très envie de le partager. C'est vrai que on s'est inspiré par d'autres manuels qui sont déjà accessibles, par exemple celui de MEPS. Par contre, le manuel de MEPS a été construit pour la thérapie à la MDMA pour les troubles post-traumatiques, donc il y a quand même quelques éléments qui sont forcément différents. Après, on voulait aussi créer notre propre manuel, mais on a aussi reçu des inspirations du groupe de New York, de Jeffrey Gass notamment, qui a aussi fait une étude sur la dépression. Mais après, voilà, on a développé encore dans notre équipe le modèle psychothérapeutique. Donc, c'est devenu quelque chose d'original, je pense. Et on a très envie de le partager. Donc, on va le publier peut-être dans cette année. Mais jusqu'à la publication, on va le garder pour nous, pour pas diffuser les choses qu'on veut peut-être encore changer. Et aussi, il faut qu'on réfléchisse si on veut tous partager avec le public ou mettre accessible pendant que l'étude est encore en cours. Parce que dans ce cas-là, ça se peut que les patients vont aussi lire des détails. Oui. Et ça peut être un peu contraignant s'ils savent trop des détails que nous, on voulait les expliquer, en fait, avec nos propres mots. Donc, oui, voilà, mais c'est prévu de toute façon de publier une version bientôt, dans cette année ou l'année prochaine. Écoutez, on est ravis de découvrir bientôt votre nouvelle approche qui est surtout européen. On aimerait bien apprendre de votre équipe. Oui, volontiers. Mais déjà pour vous dire que c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est ça va être une synthèse de notre manière parce que toujours on est dans une étude de phase 2B, donc pour montrer l'efficacité et la sécurité. Donc on s'est décidé de ne pas ajouter une vraie psychothérapie spécifique, justement pour pas introduire un autre facteur qui peut être difficile à localiser ou à distinguer des autres facteurs. On voulait faire le plus simple possible et de standardiser le plus possible. Donc,
c'est plutôt un soutien. Mais le travail de préparation et intégration est quand même à des éléments spécifiques de notre équipe. Euh, voilà, qui fait un peu la synthèse de tout ce qui a été publié là-dessus. Oui, et du coup, après phase 2B, il y a la phase 3. C'est ça. Mhm. Oui, la phase 3, ça va. On est déjà en cours de réfléchir comment faire la phase 3. Ça va être un plus grand nombre de patients. Mhm. La phase 3, c'est la phase euh, avant d'essayer de le mettre sur le marché, on va dire, de introduire comme médicament. Mhm. Mhm. Euh, donc, Et c'est quoi le timeline? Du coup, ça dure combien de temps, la phase 3 normalement? Ouais. hmm, peut-être une autre 2, 3 ans, et donc on pourrait imaginer que la psilocybine, si tout se passe bien, et ça montre dans les plus grandes études que c'est efficace et pas dangereux, Mhm. euh, où la relation entre l'efficacité et dangerosité et le risque est favorable, Mhm. que je peux imaginer dans 4 ou 5 ans que ça peut devenir un médicament qui est accessible pour toutes les psychiatres et les thérapeutes en Europe. Ça, c'est possible. Wow, intéressant. Et Mhm. est-ce qu'il y a que les psychiatres et les thérapeutes qui sont déjà expérimentés la psychothérapie assistée par des psychédéliques dans un cadre clinique qui vont pouvoir donner la thérapie aux patients? Oui, ça existe. Ça existe notamment, je connais un peu le système en Suisse. Ça s'appelle Compassionate Use. Mhm. Donc, il y a si on habite en Suisse, on a une assurance maladie suisse Mhm. et on a la chance de euh, pouvoir accéder à un des rares thérapeutes ou psychiatres en Suisse qui fait cette offre. Mhm. C'est possible euh, d'obtenir que le psychiatre fait une demande à l'État Mhm. d'une thérapie de ce patient spécifique à cause des plusieurs arguments pourquoi voilà il a pas d'autres moyens pour l'aider, etc. Mhm. Euh, et après c'est possible, mais c'est plutôt rare parce que ça demande beaucoup de travail avec les autorités et il y a peu qui le font en Suisse que euh, il- ben, peut-être il y a entre 5 et 10 médecins en Suisse qui font ça. Mhm. Oui. Et donc, c'est une très rare occasion qu'il y a des patients qui peuvent accéder à cette thérapie par ce chemin. Mais Oui. je pense que c'est en cours à partir de 2023, je pense en Oregon, aux Mhm. États-Unis, ils vont décriminaliser cette substance pour les applications thérapeutiques. Il y aura des régulations. Comment est-ce que je dois être formé en tant que thérapeute Mhm. euh, pour travailler avec ces substances-là? Oui, ça sera aussi intéressant de voir comment en Europe notamment les thérapeutes et les psychiatres vont pouvoir voilà, faire des formations pour vraiment pouvoir soutenir des, des clients, des patients euh, au cours de ce type d'expérience. Tout à fait, tout à fait. Ça va être très intéressant. Oui, les standards de l'éducation pour les thérapeutes, pour les médecins. Mhm. Euh, mais déjà, il y a 6 mois à peu près, il avait la fondation d'une société
par plusieurs professeurs de psychiatrie en Allemagne. Ça serait la Deutsche Gesellschaft für psychedelische Forschung und Therapie, donc la société allemande pour la recherche et la thérapie aux psychédéliques. C'est vraiment des chefs des services, des professeurs psychiatres de plusieurs hôpitaux universitaires et non universitaires en Allemagne qui ont formé cette société, qui notamment une partie du travail va être de trouver des moyens pour un système de régularisation, justement pour l'éducation, les standards, et comment une telle thérapie pourrait se dérouler pour que on a tous préparé pour comment dire une mise au marché thérapeutique. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça le voie pour le futur, de vraiment rassembler la communauté, de se mettre ensemble et de discuter comment, c'est quoi les standards, parce que ça peut pas être juste des choses simples, parce que soutenir quelqu'un dans une expérience psychédélique, c'est quand même une chose complexe. Oui, je suis d'accord. Ok, pour finir la présentation, peut-être ici, si on veut comparer et trouver peut-être une réponse à la question, est-ce qu'il y a un changement de paradigme qui s'annonce? Je pense pas. Ça serait un peu trop grand pour parler d'un changement de paradigme, comme certains gens le font. Mais je vois quand même quelques éléments bénéfiques d'une thérapie assistée au psychédélique par rapport à une thérapie par les antidépresseurs, notamment pour eux, pour les patients où les antidépresseurs ne marchent pas. Donc, par exemple, si ça marche vite. Ça c'est pour ça qu'on parle déjà d'une classe des antidépresseurs de rapid acting antidepressants, action rapide. Donc la kétamine fait partie, mais aussi la psilocybine. Parce que les antidépresseurs, souvent, il faut attendre quelques semaines pour que ça commence à marcher. Oui. Après, c'est une prise singulière, ou peut-être 2 ou 3 en tout, mais pas tous les jours, qui peut amener à un effet de long terme. C'est aussi un point fort. Après, c'est probablement beaucoup plus cher que les antidépresseurs. Donc après, il a plus de brevet, une prise quotidienne d'un antidépresseur coûte, je pense qu'environ 10 ou 30 centimes. Donc c'est pas cher, mais la thérapie psychédélique, ça demande pour le moment deux thérapeutes pendant 30 heures. Donc ça fait 60 heures de thérapie et si chaque heure d'un psychothérapeute est payée par le standard d'environ 100 euros par heure, vous pouvez calculer que ça sera quelque chose de très cher. Mais une psychothérapie, c'est aussi cher. Donc, la substance, il faut voir quel intérêt pour l'industrie, parce que justement, une substance naturelle, on peut pas facilement mettre un brevet là-dessus. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Et le consortium de Compass, ils ont déjà trouvé une possibilité peut-être pour une forme différente, une forme cristalline, pour mettre un brevet et pour faire beaucoup de marge. Donc, comment dire, pour bien sûr, une entreprise veut gagner de l'argent. Et ça serait un peu difficile peut-être pour trouver un moyen pour vendre la substance assez chère
euh, parce que ça vient de la nature. Donc, il y a aussi des entreprises qui s'intéressent à développer d'autres molécules qui sont peut-être pas loin de l'effet, mais peut-être qui agissent 2 ou 3 heures à la place de 6 heures, par exemple, etc. Donc, ça, c'est à voir. Euh, il y a très peu de risques dans des effets secondaires dans un setting bien contrôlé, mais il faut sélectionner des patients rigoureusement parce que dans les par exemple, si quelqu'un a eu une psychose ou un père ou une mère avec une schizophrénie, on va pas le traiter parce que le risque d'un psychose est trop haut. Après, voilà, ça je trouve intéressant. Ça touche peut-être un peu la question de changement de paradigme. C'est, à mon avis, ou à notre avis, c'est une approche de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? De plus profond qu'un médicament. Donc, les mécanismes, c'est pas par contrôler ou réduire les symptômes, mais ça va créer une espèce d'expérience qui amène les patients aux sources. Est-ce qu'on peut dire ça aux sources? Je sais pas, mais à un niveau très profond d'expérience personnelle, une confrontation avec les émotions difficiles, d'abandon, de traumatisation, des tristesses, de solitude, un peu comme fait la psychothérapie, si elle marche bien. Euh, ou en tout cas, ça c'est une des approches, par exemple l'approche psychodynamique. Euh, et donc, on vise à vraiment changer quelque chose de fondamental dans la personne du patient et pas seulement substituer un manque chimique dans le cerveau, comme ça c'est le modèle qui Les a. antidépresseurs classiques. Oui, voilà. Mm. Oh, bien sûr, c'est un peu court et ça tient pas parce qu'on a trouvé que il y a des antidépresseurs qui augmentent le trafic de la sérotonine, mais aussi de la dopamine et aussi de la noradrénaline et donc ils sont tous des antidépresseurs. Donc la théorie sérotoninergique qu'on avait dans les années 90 ou jusqu'à là, ça marche pas tellement. Donc c'est plus complexe que ça. Mhm. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. Mais je pense que ça serait un point fort aussi parce que ça a ouvert cette thérapie à plusieurs indications. C'est pas que la dépression qu'on peut traiter avec ça, mais euh, je pense aussi les addictions, peut-être les anorexies, peut-être les troubles obsessionnels, les TOC, euh, peut-être aussi les troubles dissociatifs ou les troubles de douleur chroniques ou chronifiées. Donc là, il y a plein d'études qui sont en cours. Euh, et donc, cette capacité transdiagnostique de ces substances ou cette Mhm. thérapie est vraiment fascinante. Et peut-être on va trouver que il y a des éléments communs dans toutes ces maladies, comme la rigidité des pensées ou quelque chose de biologique ou d'activité du cerveau qui peut être traité avec cette approche. Ça ressemble quand même à un changement de paradigme. Oui, mais on va dire Ce à que une vous dites. stade un peu précoce. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, et du coup, votre étude est en cours pour l'instant. Vous traitez des patients depuis septembre 2021. Euh, Vous avez même une session les quelques jours qui suivent. Mhm. Euh, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre Euh, pour maintenant? oui, qu'est-ce que je peux ajouter? C'est vraiment bouleversant quand
les expériences qu'on voit, là, je peux pas dire beaucoup parce que c'est en cours. Je suis aveuglé. Je sais honnêtement, je sais pas si ça marche ou pas parce que je peux pas dire qui a reçu quelle substance. Je vois quand même des moments des émotions très très fortes euh, qu'on avait le droit de partager avec les patients. Il y a une vraie transformation chez plusieurs patients déjà. Là, on a traité 22 ou 24, je crois, une première fois, depuis qu'on a commencé de faire l'étude à Berlin en septembre 21. Et déjà, on peut dire qu'il y a plus que juste quelques-uns qui ont beaucoup, qui se sont beaucoup améliorés ou qui ont vraiment perdu la dépression. Mais il y a aussi des cas où ça marche moins bien. Il y a aussi des cas où, voilà, ça produit un peu des soucis, mais jamais de long terme, juste dans la séance, qui ont vraiment des moments difficiles. Mais en tout cas, on n'a pas vu un danger, un vrai danger dans cette étude. Ça c'est déjà bien. Et on voit beaucoup d'effets positifs. Mais bien sûr, je peux pas dire que est-ce que ça peut-être c'était des patients avec le placebo qui ont Oui. euh, qui ont le meilleur effet. Je peux pas dire en ce moment. Ouais. Wow. Mais on est plutôt positif avec ce qu'on a déjà vu. Et si on regarde un peu qu'est-ce qu'on veut encore faire, ça c'est vite fait. En gros, on a déjà parlé de ça. Après, on a envie de passer en phase 3 aussi avec la comparaison de plusieurs régimes psychothérapeutiques pour comparer l'efficacité, chaque fois en combinaison avec la même substance. Donc, est-ce que la thérapie cognitivo-comportementale est supérieure à la thérapie psychodynamique avec la psilocybine? Ça, c'est pas encore clair. Ou peut-être il faut trouver un mélange, une combinaison spécifique de plusieurs approches. Après, voilà, optimiser les manuels de thérapie, etc. Donc, créer un programme de formation. Ça, on a déjà discuté qu'après, une fois que c'est prouvé aussi dans la phase 3 que c'est efficace et pas trop dangereux, euh, on va rentrer dans la phase de préparation, d'implémentation dans le système de santé mentale. Voilà, et pour finir la présentation, je montre ça pour qu'on soit conscient que c'est de travailler avec ces substances-là. Nous, on le fait depuis peut-être 50 ou 60 ans. Dans la recherche moderne depuis encore peu de temps. Mais il y a des gens qui ont cultivé un usage avec ces substances rituelles, un usage rituel depuis un très très longtemps. Et, euh, et parfois, on a tendance à oublier les racines et aussi les circonstances de la prise et aussi euh, comment dire, l'intention. Euh, que je pense que parfois c'est bien d'encore réfléchir à la manière comme c'est toujours appliqué dans les peuples indigènes et peut-être apprendre un peu de leur capacité, par exemple, de créer une performance ou une atmosphère dans la séance euh, avec la musique spécifique, avec les chants, avec tout ce qu'ils font pour faciliter ou pour aider la substance à agir dans le groupe et aussi, par exemple, étudier
ça comme modèle de thérapie de groupe, par exemple. Et aussi être prudent dans la exploitation, de faire beaucoup d'argent avec ça. Ça c'est une chose, mais peut-être dans ce cas-là, il faudrait rendre une partie de l'argent aux peuples qui ont donné ces connaissances aux gens dans le XXe siècle, aux chercheurs. Ouais. Oui, merci beaucoup d'avoir évoqué ça, notamment les racines de cette approche et de peut-être de pouvoir guérisseuse voilà, de la thérapie. Et je suis sûre que si on reste conscient quand vous nous aidez, que peut-être argent ou quelque chose d'autre, ou un autre type d'énergie ou attention, voilà, va arriver dans les bons mains. Cool. Bah, merci beaucoup, Dr. Koslowski. C'était fascinant de parler avec vous aujourd'hui. Nous avons parlé bien sûr, des psychédéliques, de la neuroscience, de la musique, aussi de comment on va voilà, mettre en place la thérapie une fois qu'elle est légale en Europe. Et on compte sur vous. Euh, oui, merci encore une fois d'avoir été invité aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un grand plaisir. Et voilà, j'espère de pouvoir aider aussi d'autres chercheurs si besoin pour monter les études ou surtout j'ai un grand intérêt à un échange sur ces thèmes-là entre les groupes de recherche. Euh, voilà, et si je pourrais participer ou partager ça, je suis très content d'avoir fait ça. Merci et voilà, peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup.